Si je vous dis la puerta está abierta, a porta è aperta, la porta è aperta, sans parler ces langues, étrangement, vous comprenez très vite que je suis en train de vous dire quelque chose qui ressemble au français. La porte est ouverte. Pourquoi donc? Eh bien, c'est grâce à ce qu'on appelle l'intercompréhension. Alors, vous l'aurez compris, le sujet de la vidéo, c'est aujourd'hui l'intercompréhension. Cette stratégie de compréhension qu'on met en place pour essayer de comprendre grâce aux ressemblances interlangues des langues de même famille, ici c'est le cas pour les langues romanes, et bien de ce principe, de ces stratégies, on s'en est servi pour faire une approche didactique et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Juste avant d'aller plus loin, si jamais tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram. Sache aussi que j'ai un site internet éducationvoyageuse.fr. Tu peux y trouver des ressources, des formations, des témoignages de profs de FLE dans le monde. Donc quand on parle d'intercompréhension en didactique des langues, on parle de cette approche didactique qui vise à comprendre les langues alors que chacun s'exprime dans sa propre langue. On vient apprendre à comprendre une ou plusieurs langues en s'appuyant sur les ressemblances interlangues d'une même famille en général. Il y a 5 caractéristiques pour définir l'intercompréhension. La première, c'est que vraiment l'objectif premier de cette méthode, c'est de développer la compréhension de plusieurs langues. Donc on vient vraiment se focaliser sur la compréhension de l'écrit et de l'oral et un petit peu moins par rapport aux autres méthodes de langue sur la production. C'est vraiment l'objectif premier, la compréhension qui peut être écrite ou orale des langues cibles, donc des plusieurs langues qui font partie du groupe de langues qu'on cible. La deuxième caractéristique, c'est qu'on vient vraiment s'appuyer sur la proximité des langues. On amène les apprenants à repérer les ressemblances linguistiques, à s'appuyer sur elles pour essayer de faire des hypothèses sur le sens. Donc c'est vraiment la proximité des langues. Donc en général, c'est des langues d'une même famille qui sont assez proches, sur lesquelles on travaille pour pouvoir justement s'appuyer sur ces ressemblances. La troisième caractéristique, c'est que l'apprenant il est immergé directement dans les documents authentiques. Dans les autres méthodes, on a des objectifs et des progressions qui sont réfléchis en amont et en fonction de ça, on va soit choisir des documents authentiques, soit remanier des documents pour qu'ils soient adaptés au niveau. Avec l'intercompréhension, c'est justement pas du tout le cas. On va prendre les documents authentiques avec toutes leurs difficultés et souvent leur niveau bien supérieur à un niveau débutant et on va immerger les apprenants directement dans ces documents authentiques. La caractéristique numéro 4, c'est qu'on vient valoriser tous les acquis langagiers antérieurs, c'est-à-dire que toutes les langues qu'ils ont apprises, avec lesquelles ils ont été en contact, qu'ils ont lu, qu'ils ont vu, sur lesquelles ils connaissent quelque chose, tous les savoirs, même la culture générale, tout ça, si ça aide à la compréhension, on vient s'en appuyer. Donc il y a vraiment un effort de valorisation des connaissances déjà antérieures des apprenants. Et la cinquième caractéristique, c'est que la restitution du sens de ces documents authentiques, elle se fait en L1. On utilise beaucoup la L1, surtout au moment de la restitution du sens, parce qu'elle est sécurisante, parce qu'elle permet une meilleure entrée dans les langues cibles et qu'elle permet une meilleure réflexion sur les langues. C'est vraiment essayer de développer l'aspect métalinguistique de l'apprentissage, en tout cas la compréhension ici des langues, qui peut plus facilement être fait si on a recours à la L1 des apprenants. Bon, maintenant vous savez ce qu'est l'intercompréhension en tant qu'approche didactique. Comment est-ce qu'on la met en place? C'est-à-dire comment est-ce qu'on conçoit? Ça peut être une activité pédagogique si vous souhaitez un petit peu en mettre dans vos cours ou si vous voulez carrément faire une formation en intercompréhension
on peut tout à fait le faire. Il y a plusieurs étapes à respecter. La première, et elle est commune à beaucoup de méthodos dont on parle ici, ça va être de définir votre public. Donc là, ça va être l'âge, la nationalité, les besoins, les catégories socio-pro, tout ce qui va vous permettre d'identifier ce dont aura besoin votre public pour pouvoir faire une activité ou une formation vraiment adaptée à ses besoins. Ça, c'est assez standard. La deuxième, par contre, elle est vraiment plus spécifique à l'intercompréhension, c'est qu'on vient définir le profil langagier de vos apprenants avec des activités par exemple comme la biographie langagière, j'en ai déjà parlé dans une vidéo que je vous mets ici. Eh bien, on vient chercher à connaître le répertoire langagier de vos apprenants. En gros, on vient se demander sur quelle langue ils vont pouvoir s'appuyer, où est-ce qu'ils en sont au niveau du développement des autres langues sur lesquelles je pourrais m'appuyer pour les aider à comprendre les langues cibles de mon activité ou de ma formation. Et là, vous avez deux types de profils possibles. Le type de profil numéro 1, c'est le cas où la langue 1 ou bien la langue seconde mais très bien maîtrisée, c'est le cas de figure par exemple si c'est une langue de scolarisation ou bien une langue du pays d'immigration qu'on maîtrise bien. Donc L1 ou deuxième L1, je pourrais l'appeler même. Et bien si cette langue elle est de la même famille que les langues cibles, on a notre premier profil langagier. Donc c'est le cas par exemple, pour vous donner un exemple, c'est le cas par exemple d'un francophone qui fait partie de votre cours ou qui veut assister à une formation en intercompréhension des langues romanes. Parce que les langues romanes, le français est une langue romane, elles font partie de la même langue, de la même famille, pardon. Donc là c'est votre cas de figure numéro 1. Et ensuite vous avez un cas de figure numéro 2 où la langue 1, elle n'appartient pas à la même famille de langues que vos langues cibles. Mais par contre, il y a une langue 2 qui est maîtrisée par l'apprenant et qui va servir de langue pont, on peut dire, et cette langue pont, par contre, elle fait partie de la même famille que votre langue cible. Donc vous pourrez vous appuyer dessus lors de votre intervention pédagogique. C'est le cas par exemple si on a un francophone qui veut apprendre à comprendre un groupe de langues germaniques, s'il parle une langue qui fait partie de ce groupe de langues comme l'anglais. Donc un francophone qui parle anglais pour un cours d'intercompréhension des langues germaniques. Donc là c'est votre cas de figure numéro 2. Donc ça c'est les deux cas de figure les plus propices pour mettre en place l'intercompréhension. Maintenant, une fois que vous avez le profil langagier de chaque apprenant, la question va être de vous poser si votre public dans son ensemble, il est homogène ou pas. S'il y a une homogénéité totale, c'est-à-dire que vous avez des locuteurs, ils sont tous locuteurs des langues romanes et vous faites un cours d'intercompréhension en langue romane, parfait. Ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus à l'aise pour vous et pour eux. Par contre, si vous avez une homogénéité qui est plutôt partielle, c'est-à-dire que par exemple, vous avez des locuteurs de langue romane, mais vous avez des locuteurs, vous avez des gens qui parlent chinois, qui parlent asiatique, enfin qui parlent chinois, qui parlent coréen, qui parlent allemand et qui ne parlent aucune langue romane. Et bien dans ce cas-là, ça va être un petit peu plus compliqué. Parce que vous allez avoir un groupe qui est à deux vitesses. Ça va forcément être beaucoup plus rapide pour les locuteurs de langue romane que pour les autres. Et dans ce cas-là, ça risque d'être difficile pour vous. C'est pour ça que le travail de description de votre public va être très important pour voir les difficultés et pour même voir si vous n'allez pas réfléchir à faire autre chose, quitte à peut-être les séparer. Et étape suivante, ça va être de définir le profil langagier de l'enseignant. Donc votre profil langagier à vous, à travers par exemple la biographie langagière, mais en fait il va falloir se poser surtout quelques questions. La première, c'est est-ce que vous maîtrisez la langue 1 ou la langue commune du groupe? Essentiel, c'est la base. Vous allez devoir communiquer avec eux, notamment faire la restitution du sens en langue 1 ou en langue commune, et vous avez vraiment besoin pour ça de parler la même langue qu'eux.
La deuxième chose, c'est que vous avez certes pas besoin de maîtriser toutes les langues en situation. Si on fait un cours d'intercompréhension sur une famille de langues telles que les langues romanes, vous n'avez pas besoin de maîtriser et de parler toutes les langues romanes. Par contre, ce qu'il va falloir venir faire plutôt, c'est se former aux techniques de compréhension écrite et orale et une analyse assez fine, ou en tout cas connaître les domaines structurants des langues et voir où chacune diffère, ce qui peut être source d'incompréhension, ce qui peut être source au contraire de génération de sens. Donc sur les documents, il va venir falloir travailler un petit peu cette linguistique comparée ou faire un travail pour comprendre où les langues se rejoignent et où elles s'écartent, et ce qui peut favoriser la compréhension ou l'incompréhension. Donc là, il y a quand même un travail à faire en amont de chaque cours. C'est ce qui nous amène à la quatrième étape lorsqu'on conçoit une activité ou une formation en intercompréhension, c'est qu'il faut vraiment s'approprier la démarche enseignante. Donc on l'a dit, ne pas maîtriser toutes les langues en présence dans l'absolu, certes, mais vraiment identifier où on peut s'appuyer sur les ressemblances pour créer du sens et venir stimuler cette appréhension du sens et l'observation métalinguistique. Donc on va vraiment s'arrêter de 1 sur le sens, c'est fondamental, et de 2 sur le métalinguistique, la réflexion sur les langues, l'observation des langues, la comparaison entre les langues. Donc pour ça, on va vraiment aider l'apprenant à repérer, identifier, distinguer, mettre en lien, exploiter les connaissances antérieures et faire du lien toujours avec ce qui pourrait faire sens avec le document actuel, enfin ce que vous êtes en train de travailler. Vous allez beaucoup utiliser la reformulation, la traduction, la transposition, et vous allez sûrement aussi devoir créer des aides à la compréhension du sens. On en parlera tout à l'heure, mais ça fait partie de la démarche de l'enseignant. La 5e étape, ça va être bien sûr de choisir les langues. C'est-à-dire que la première chose que vous allez faire, vous allez choisir le groupe de famille de langues, donc par exemple les langues romanes ou les langues germaniques. Mais dans ce groupe de langues, vous allez devoir décider si vous les prenez toutes, si vous les prenez toutes en même temps, si vous en prenez une à chaque séance, si vous les faites apparaître qu'à certains moments pour certains objectifs très précis. Voilà, donc c'est choisir quelle langue dans votre famille. En général, c'est une famille de langues. Après, il y a des méthodes qui, avec la perspective actionnelle, peuvent être étendues à plusieurs familles de langues. C'est quand même plus confortable de rester à l'intérieur d'une même famille de langues. Il y a plus de ressemblances souvent. Mais c'est aussi comment est-ce que vous gérez cette présence de plusieurs langues. L'étape suivante, la 6e étape, ça va être de définir vos objectifs, surtout sur 2 aspects. Le premier aspect, ça va être l'écrit ou l'oral. Est-ce que vous ne vous focalisez que sur un des deux, que sur l'écrit ou que sur l'oral? Est-ce que vous en faites un puis l'autre? En général, on commence par l'écrit et on amène progressivement vers l'oral. Qu'est-ce que vous préférez? Et ensuite, c'est est-ce que vous ne travaillez que de la réception? En fonction des besoins, ça toujours, c'est adapté à votre public, c'est ce que vous estimez le plus bénéfique pour eux et ce qui répondra le mieux à leurs besoins. Mais la question c'est, est-ce que vous vous focalisez plutôt sur la réception, et dans ce cas-là, ça va être la lecture uniquement ou la compréhension orale, ou est-ce que vous visez l'interaction? Donc ça, il y a des méthodes qui le font, par exemple, qui utilisent le forum ou le chat ou même le wiki, où là, chacun s'exprime. Donc il y a à la fois, on vient travailler la compréhension et la production. C'est vraiment l'interaction qu'on vise. La dernière étape, ça va être d'organiser en fait vos activités et méthodes pédagogiques. L'idée, c'est d'utiliser on préfère en général diversifier un petit peu les activités. Vous avez plusieurs possibilités. Ça peut être de la transposition des textes en L1.
Donc ça, on vise pas la traduction. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient repérer le sens général du texte, on vient essayer de voir ce qu'ils comprennent, on vient faciliter à l'aide d'aide ou de reformulation, on vient vraiment soutenir, on vient soutenir la compréhension, mais on ne traduit pas, on transpose le sens en L1. Donc en fait, on vient parler du texte et de son sens en L1. Vous pouvez avoir des questionnaires. Donc là, vous préparez en amont des questionnaires qui aident à la compréhension, qui orientent et qui aident à la donc des questionnaires en L1 bien sûr, qui aident et qui orientent la compréhension des apprenants. Et vous pouvez avoir aussi la réflexion métalinguistique, comme on disait, Eurem 4, qui est une méthode d'intercompréhension. Il propose par exemple les sectamis pour tout ce qui est activité de réflexion métalinguistique, qui vise premièrement à repérer les mots qui font partie du vocabulaire international, ensuite le lexique qui est partagé grâce aux ressemblances linguistiques. On a aussi la prise de conscience des correspondances phonologiques et graphiques. On a l'observation plus fine entre l'écrit et la prononciation, entre le graphique et la prononciation. On a une étape sur prendre conscience de la similarité de la syntaxe entre les langues et aussi l'observation morphosyntaxique, par exemple le comportement de déterminaison, les racines des mots, tout ça. Et ensuite on a tout ce qui va être la reconnaissance vraiment des préfixes et des suffixes. Donc eux, c'est ce qu'ils proposent par exemple sur toute activité de réflexion métalinguistique. Vous pouvez faire quelque chose un peu à votre sauce, vous inspirer de ça ou en fonction de ce avec quoi vous êtes à l'aise. Et ensuite il y a des activités qui peuvent varier aussi sur la présence simultanée des langues. Je vais vous donner un exemple. Si vous utilisez des articles de presse, par exemple, vous voulez traiter d'un sujet d'actualité, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez prendre des textes différents. Donc par exemple, un texte, si on fait les langues romanes, un texte en portugais, un texte en italien, un texte en espagnol, et là, il y a une même tâche qui est de comprendre le fait d'actualité, par exemple. Mais vous avez des langues différentes. Le genre est le même puisque ça va être des articles de presse. Ou alors ensuite vous pouvez avoir le même texte. Donc par exemple vous avez votre texte de presse en une langue A qui va être votre document authentique et en fait il est traduit en plusieurs langues. C'est le même genre, c'est le même contenu. La tâche c'est la même, c'est comprendre. La tâche c'est la même. Le but de compréhension c'est le même, comprendre ce fait d'actualité. Ou bien vous pouvez avoir des textes en langues différentes, peut-être même de genres différents, pour comprendre un fait qui est le même, ou bien même pour avoir des tâches complètement différentes en fonction des langues. Il y a des méthodes qui font ça. Vous pouvez assigner une langue à un type de tâche et donc de genre et de contenu. Par exemple, tout ce qui va être explication scientifique, vous pouvez vous dire que c'est en portugais. Tout ce qui va être littérature, ça va être en... Enfin, je divague, mais c'est l'idée, c'est d'avoir, en fait, il y a des méthodes qui font ça, c'est-à-dire qu'elles créent des mécanismes. C'est une langue, une tâche et un genre. Vous pouvez faire ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, il va falloir quand même réfléchir à diversifier tous ces types d'activités. Donc je vous disais, en utiliser plusieurs, la transposition, le questionnaire, la réflexion métalinguistique et agencer aussi la présence des langues. Voilà, donc ça ce sont les étapes pour concevoir une activité ou une formation en intercompréhension. Donc il y a plusieurs, vraiment, le champ des possibles en intercompréhension est assez large.
Retenez deux focalisations, le sens et la réflexion métalinguistique. Au niveau de votre attitude, vous en tant qu'enseignant, ça va être vraiment je favorise la compréhension, je les valorise, je valorise tout savoir langagier antérieur, je les aide à développer des stratégies pour créer du sens assez rapidement et je les encourage à s'appuyer sur la proximité des langues pour le faire. Voilà pour ce qui est du résumé de l'intercompréhension. Quand on parle de l'intercompréhension, on parle d'une approche qui est multilingue, mais on sait que dans nos institutions actuelles, les approches plurilingues sont un petit peu difficiles à mettre en place. Du coup, les chercheurs se sont demandé si on pouvait mettre en place l'intercompréhension au service d'une seule langue, c'est-à-dire pour comprendre une seule langue. Et c'est possible à condition bien sûr de créer son parcours d'intercompréhension, de retravailler un petit peu tout ça. Le principe de l'intercompréhension qui est de développer vraiment la compréhension en langue étrangère en se basant sur la parenté et la proximité entre langues, d'une même famille en général, on peut tout à fait la garder au service d'une même langue. Pour ça, il faut quand même deux choses. La première, c'est de toujours rentrer par la compréhension. Contrairement, je le disais tout à l'heure, contrairement aux autres méthodes, on ne va pas s'attarder sur les différentes activités langagères. On va vraiment garder que la compréhension, plutôt de l'oral ou de l'écrit. Un petit peu de production si on veut, mais vraiment l'accent il est mis sur la compréhension. Du coup, contrairement aussi aux méthodes plus traditionnelles, on va rentrer directement dans des textes complexes. On va rentrer dans les textes qui sont B1, B2 directement sans passer par les textes traditionnellement qu'on dit A1 ou A2. On rentre dans le complexe vraiment par le B1 ou le B2 qui dans les méthodes traditionnelles serait banni pour les débutants. Et pour favoriser la compréhension, on vient vraiment stimuler, aider à développer des stratégies. Et la progression de notre cours, elle est donc vraiment faite à partir des documents authentiques et sur le seul but qui est la compréhension. Ensuite, on va quand même essayer de garder une approche un petit peu plurilingue, mais peut-être de manière différente. C'est-à-dire, au lieu de viser la compréhension des différentes langues en même temps, on va viser la compréhension de la langue cible, donc d'une seule langue, mais on va peut-être, par des activités différentes, par des aides avec différentes langues, par des comparaisons à certains moments, sur certains points, par des touches d'exercices ou d'activités plurilingues, on va introduire cette notion qui va permettre la réflexion métalinguistique, qui va permettre la comparaison entre les langues et qui va permettre de s'appuyer sur la proximité pour réfléchir à la langue cible et essayer de développer cette réflexion sur la langue qui vise une meilleure compréhension. Donc c'est possible de la mettre en place au service d'une seule langue. De base, elle est quand même dans la visée du développement de la compréhension de plusieurs langues, mais au vu du contexte, vous serez peut-être parfois forcé à la mettre en place pour la compréhension d'une seule langue, et sachez que c'est possible, il faut juste le remanier un petit peu à votre sauce. Je vais justement vous parler d'une expérience que j'ai eue où j'ai développé des ateliers en intercompréhension au service d'une seule langue qui était le français. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, donc c'était São Paulo dans une école de français. Donc il y avait beaucoup de français dans cette école, les administratifs, non. Il y avait beaucoup de français dans cette école. Les patronnes étaient françaises, les profs étaient français, il y avait des stagiaires qui étaient français, mais tous les administratifs qui géraient la logistique et tous les techniciens qui géraient le montage, le son, tout ça, eux ils étaient brésiliens et en général ils ne parlaient pas français. Du coup il y avait un petit peu un système, pas une diglossie qui s'est mis en place, mais il y avait quand même un système d'exclusion puisque la plupart des Français étaient bilingues, mais la plupart des Brésiliens, eux, ne l'étaient pas.
Donc j'ai proposé de faire ces ateliers en intercompréhension pour justement essayer d'apporter à ces administratifs brésiliens à la fois l'attitude, à la fois le fait de se rendre compte qu'ils pouvaient très vite comprendre le français grâce à la proximité entre le portugais et le français, mais aussi de leur enlever ce sentiment d'exclusion et peut-être de donner même un petit peu plus de sens à leur travail, parce que quand on comprend un petit peu de quoi il en retourne au niveau de notre environnement professionnel, ça peut être encore plus motivant. Donc il y avait 1 heure par semaine qui était dégagée de leur temps pour se consacrer à ces ateliers en intercompréhension. Et du coup, j'ai vraiment mis en place l'intercompréhension au service d'une langue cible qui était le français. Mais j'ai fait appel par moments aux autres langues romanes, de la famille des langues romanes, en fonction des objectifs. Parfois, c'était seulement sous forme d'aide pour aider à la compréhension. Parfois, c'était vraiment dans une démarche de comparaison de textes, où là, elles étaient vraiment les langues en présence simultanée. Donc j'ai essayé de mixer, de faire quelque chose qui avait du sens. En fait, ça dépendait vraiment des documents que j'utilisais. Donc j'essayais de prendre des documents qui avaient du sens pour eux, qu'on utilisait à l'école. Donc quand c'était des documents en français qui étaient plutôt de l'ordre des affiches, des pubs internet, des petites capsules vidéo que certains profs avaient fait par-ci par-là, ou des textes qui étaient produits dans un contexte marketing ou même de diffusion parce qu'ils parlaient un petit peu sur l'enseignement des langues et tout ça, et bien dans ces cas-là, on travaillait le sens et après on avait une réflexion un petit peu linguistique sur ces textes. Je vais vous développer, mais c'était ça. Et en fait, là, les éléments plurilingues, donc les autres langues, venaient sous forme d'aide pour les mots, pour les phrases, pour aider à la compréhension. Après, il y avait d'autres documents où là, par exemple, les managers, les patronnes, elles essayaient vraiment de créer du team building. Donc on avait souvent des réunions avec des activités de management. Et dans ces cas-là, soit j'utilisais ces documents et on les retraduisait en plusieurs langues, soit par exemple, je me souviens, on avait fait un test de personnalité pour dessiner un petit peu les personnalités des personnes en présence au travail. Et en fait, j'avais demandé à voir les résultats avant et j'avais mis du coup les traductions en plusieurs langues et on avait travaillé sur ça. Voilà, c'est pour vous donner quelques exemples. Donc là, en fonction des besoins du public que vous avez, ce qui aura le plus de sens, vous le faites à votre sauce. Pour ce qui est du plus courant, ce qu'on a fait travailler sur les supports de l'école qui étaient en français, et bien là en général, donc la première partie on travaillait sur le sens, donc c'était une lecture globale du document qu'ils faisaient et ils devaient à premier abord me dire quel genre de texte c'était, sur quoi ça pouvait bien parler, qu'est-ce qu'ils avaient compris du texte. Donc c'est vraiment le sens global et à partir de quoi ils arrivaient à identifier ce sens global du texte. Donc voilà, et ensuite les discussions étaient alimentées parce que chacun repérait et on essayait d'en dégager des stratégies de comment est-ce que je peux comprendre un texte rien qu'en le lisant de manière assez globale. Et ensuite on allait dans le détail, ou avec des stabilos, je leur demandais de réfléchir un petit peu plus. Donc là on entrait dans la partie un peu plus métalinguistique, puisque en fait, la première chose qu'ils avaient à faire, c'était avec un fluo jaune de venir surligner tous les mots qui faisaient partie de ce qu'on appelle le lexique international. Donc en fait, qu'on comprend en général parce que c'est des mots empruntés, parce que c'est des mots qui sont maintenant un peu internationaux. Voilà, donc des mots transparents, faciles, grâce à leur aspect international. Ensuite, en vert, c'était des phrases ou des mots qui comprenaient parce que c'était hyper ressemblant en fait entre français et portugais, c'était tellement transparent qu'ils comprenaient juste parce que ça se ressemblait énormément. Et ensuite en orange ils venaient mettre un petit peu les phrases qu'ils pensaient comprendre mais ils n'étaient pas sûrs, et en rouge ce qui était totalement opaque. Et c'est là que pour le rouge en général je préparais mes aides linguistiques de mots ou de phrases pour travailler le vocabulaire, la syntaxe, la grammaire, comparer tout ça. Je préparais mes aides plurilingues. Donc en général, moi j'avais, donc on avait,
Donc on avait pour un texte en français, on avait de l'espagnol et de l'italien, et ensuite on finissait bien sûr par le portugais. En fait, donc ça permettait vraiment de réfléchir à ce qu'ils pouvaient comprendre et à venir réfléchir sur la ressemblance. D'abord se focaliser sur ce qu'ils arrivaient à comprendre parce que ça se ressemble, et ensuite d'éclaircir un petit peu grâce à l'intervention des autres langues ce qui était plus opaque. Moi j'ai remarqué que ce type d'exercice avait plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'en fait ils se rendent compte que juste en voyant un texte et en catchant quelques éléments au premier abord, avec une lecture globale, ils arrivent à en saisir le sens. Et en fait, ça les mettait vraiment en confiance et ils prenaient un petit peu le réflexe de le faire. Et j'ai remarqué qu'au fil des sessions, c'était de plus en plus instinctif et facile pour eux, quoi. Genre en 2 secondes, enfin peut-être pas 2 secondes, mais ils pouvaient me dire de quoi il s'agissait. Ensuite, c'est que en surlignant d'abord ce qui est facile, ce qui est de l'ordre du connu, eh bien, ils viennent voir que déjà ça prend une grande partie de leur texte en général. Tout ce qu'ils sont capables de comprendre, on le rend vraiment visuel, et en fait on se rend compte que même si on s'arrêtait là, on a compris les 3/4 du texte en fait. Et venir s'interroger sur tout ce qu'ils avaient mis en orange ou en rouge, ça vient vraiment poser la réflexion à chaque fois de ok, je comprends pas, mais est-ce que je peux faire appel, est-ce que ça me fait penser à quelque chose, est-ce que je peux faire appel à des connaissances que je connais déjà, sinon bon ben comment est-ce que ça m'aide, je réfléchis, et au fur et à mesure en fait on s'enrichit de ces comparaisons entre les langues, on met des réflexes en place, des stratégies de transfert, et on devient de plus en plus compétent à ce petit jeu d'essayer de déchiffrer ce qui me semblait opaque. Donc déjà le progrès il est énorme en termes linguistiques, puisque le déchiffrement, la compréhension s'installe très rapidement et ils sont vraiment assez facilement capables de comprendre des textes de niveau B1 ou B2, alors qu'avec une méthodologie traditionnelle ils ne seraient pas forcément capables de le faire. Et en plus au niveau des attitudes, on entre vraiment dans une attitude positive assez vite puisqu'ils se rendent compte qu'ils peuvent le faire. Moi c'était vraiment surtout que les Brésiliens ont tendance à l'autodénigrement en fonction, enfin au niveau de leur culture et de leur langue. Du coup là c'était vraiment parce que je parle portugais, je peux comprendre le français. Donc c'était vraiment sur leur redonner un petit peu cette confiance et ce leitmotiv de je peux le faire et c'est possible, et redonner un petit peu, enfin on a vraiment vu comment ça a joué sur les représentations et les attitudes de manière positive. Donc voilà pour ce qui est de l'intercompréhension. C'est une longue vidéo pour vous expliquer ce que c'est, les caractéristiques de cette approche didactique, comment créer une activité pédagogique ou une formation, comment faire si vous avez besoin de l'appliquer pour la compréhension d'une seule langue, et enfin un petit retour d'expérience de ce que j'ai mis en place sur une durée assez courte. Donc mon expérience est vraiment limitée. Il y a des méthodes qui existent, si vous voulez aller voir, je vais vous les mettre dans la description de la vidéo. Mais voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo sur l'intercompréhension car c'est pas une méthode traditionnelle, mais pour moi elle mériterait d'être largement plus connue parce que vraiment elle permet de développer une compréhension assez rapide et de valoriser aussi le bagage langagier de chacun. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, je serai ravie de vous lire. Je vous dis merci et à bientôt.